Donc, félicitations aux gagnants de cette année, Seattle Seahawks. Je me réjouis de les voir l'année prochaine, mais on va avoir l'occasion d'en parler. Parce que globalement, je voulais. Quelles sont les applications de ce résultat au niveau du Super Bowl? C'est-à-dire que oui, évidemment, le résultat direct, il y a un champion et il y a un runner-up. Donc il y a un premier et un deuxième. Bon, on va peut-être pas s'arrêter à ça. Ce qui est intéressant, c'est de savoir le reste sur l'impact qui existe sur les équipes et l'impact qui existe aussi sur la ligue. Je vais vous donner quelques détails, on va essayer de faire ça assez rapidement. Donc ici, c'était juste pour vous donner un petit historique de la franchise. Donc comme je vous en parlais tout à l'heure, 2013, on gagne le Super Bowl contre Denver, donc je ne m'étais pas trompé. Et en 2014, on a une défaite, la vidéo que je vous ai montrée où Russell Wilson essaye et se font intercepter dans les dernières secondes du match. Depuis lors, il n'y a plus beaucoup de réussite. C'est-à-dire qu'on s'est quand même qualifié quelques fois pour les playoffs, mais on n'est jamais allé plus loin que le Division Round. C'est-à-dire on n'est pas allé en finale de conférence. La finale de conférence, c'est le match juste avant le Super Bowl. Ben, eux ne sont jamais allés plus loin que le match avant celui qui précède, donc l'antépénultième par rapport au Super Bowl. Et c'est pas. Je pense que pour une équipe pareille qui a quand même un pedigree dans les dernières années, c'était pas satisfaisant. Donc il se passe quelque chose, c'est que en 2023, ils font 9 et 8, ils sont 3ème de la division, donc il y a une décision qui est prise par la direction. On va licencier le coach, parce que ça marche pas. Et on va engager un coach qui s'appelle, comme je vous l'ai dit, Mike McDaniel. J'en ai parlé quelques fois parce que j'aime vraiment ce gars-là, je trouve qu'il a un niveau incroyable. Et pour ça, il était coordinateur défensif pour les Ravens de Baltimore. Et ils sont allés le chercher. Donc première saison, on fait 17 et on est deuxième. C'est-à-dire qu'on voit que la trajectoire est déjà ascendante. Et pour une première saison en tant que coach principal aussi. Donc forcément, tout le monde ne peut pas avoir une réussite immédiate. Mais en tout cas, on a un record positif et on est deuxième de la division. C'est-à-dire qu'on fait mieux avec le nouveau coach. Donc on voit une trajectoire ascendante. Alors évidemment, ce qui se passe en 2025, c'est qu'une fois que Mike McDonald a pu composer avec les joueurs qu'il voulait et qu'il a pu mettre son système en place et qu'il a des joueurs et qu'il a coaché quelques années, bon, on se rend compte quand même que ça clique au niveau de la défense, qu'il y a un vrai travail qui est effectué, et là, ça boum. On gagne 4 matchs supplémentaires et on gagne le Super Bowl. Donc en termes de trajectoire, pardon, c'est monstrueux. Donc comment dire, les dirigeants de la franchise ont fait un excellent choix, je pense, en donnant les clés à Mike McDonald. Et lui a fait entre ces 2 années-là, il faut quand même bien savoir que il y a un changement de quarterback, ce qui est énorme en général pour une franchise, c'est le poste le plus important du terrain, et forcément quand on le change, ben, c'est un peu qui tout double ou équivalent, mais on prend beaucoup de risques. Donc c'était Geno Smith qui a été envoyé aux Raiders de Las Vegas, et on a récupéré Sam Darnold. On va parler de tout ça après, donc la transition va être globalement toute trouvée. Je voulais juste vous dire que globalement Seattle a une équipe avec un certain pedigree. C'est quand même une équipe, vous voyez, on est déjà allé au Super Bowl. On a comme ça, donc on est ici en finale de conférence, donc on a quand même une équipe qui a déjà visité ces hautes sphères des playoffs et qui pendant quelques années vraiment ne parvenait même pas à aller en finale de conférence. Attention, c'est pas facile, c'est pour ça qu'il n'y a pas autant d'équipes qui arrivent à le répéter. Mais là, on voulait changer quelque chose, on a changé quelque chose, on fait venir Mike McDonald, et c'était un pari gagnant. C'est ce que je voulais simplement vous montrer. Donc pour les Seahawks, c'est cool, on retrouve les sommets, et je serais très curieux de les voir l'année prochaine, parce que évidemment, pourquoi c'est si difficile de back-to-back, je vous disais le back-to-back de Seattle à l'époque de Legion of Boom et Russell Wilson, c'est que il y a un cap salarial en NFL, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépenser comme on veut. C'est pas un peu comme notre foot traditionnel, où on peut simplement, j'ai beaucoup d'argent, j'ai des investisseurs, je peux prendre les meilleurs joueurs, leur donner des salaires mirobolants, et on est ok. Ici, ça se passe pas comme ça. Vous avez un certain nombre de millions à dépenser, et vous devez les répartir dans toute votre équipe. Voilà, c'est simple. Donc forcément, avec une saison aussi énorme, il y a pas mal de joueurs de Seattle, autant, à mon avis, plus en défense encore, qui vont pouvoir prétendre à un gros contrat. Comme les contrats, à mon avis, je devrais faire du contenu là-dessus, parce que les contrats sont très particuliers en NFL. C'est pas toujours de l'argent garanti. Il y a beaucoup de clauses. Donc les joueurs, évidemment, quand ils peuvent sécuriser un gros butin et mettre leur famille à l'abri pour 2 générations, ils n'hésitent pas en général. Il n'y a pas vraiment ça n'existe plus énormément non plus, je trouve, dans le foot actuel, cette fidélité au blason, etc., ça existe de moins en moins. Là, par contre, il n'y en a quasiment pas. Je ne vous dis pas que ça n'existe pas, mais quasiment pas, honnêtement. Le mec, si l'équipe d'à côté vous donne 10 millions de plus, voilà, le choix est réglé. Et je les comprends parfaitement. Il y a pas de critique dans ma bouche. En général, ça se passe comme ça. Donc, je vais être curieux de savoir qui ils pourront garder et comment. Et
comment ça va se passer avec le retour de ceux qui viennent, de la draft. Il y a beaucoup d'éléments, on aura l'occasion d'en parler parce que maintenant, après ce match, on a globalement plus de football américain pendant 7 mois. Et si je ne dis pas de bêtises, la fin du mois d'août et le début du mois de septembre pour la pré-saison. Donc on aura l'occasion de savoir un peu quels mouvements sont faits, quels joueurs signent, où il y aura vraiment de quoi discuter. Et on essaiera évidemment de suivre ça de près. Et on essaiera aussi de faire quelques petites conclusions en se disant, bon voilà les moves qui ont été effectués, qui sort, qui rentre et comment vont être les équipes. Ça va être, je pense, un exercice très intéressant. Donc la transition était bonne par rapport à ça, parce que je vous ai dit qu'entre ces deux années, il y a un gros changement, c'est le quarterback. Et on va parler de lui évidemment, parce que c'est quand même une belle histoire, Sam Darnold, hein, on peut en parler tranquille. Sam Darnold, c'est globalement le 3e ou 4e choix de la draft, chaque fois j'hésite. Je vais vite aller jeter un oeil pour ne pas vous dire de bêtises. Troisième, ok, par les Jets. Donc, pour lui, c'est une grosse. Bah, il a fait une bonne carrière en college, donc à l'université. C'était à Stanford, si je dis pas de bêtises. Non, USC, pardon. C'était à l'USC, à l'université de Californie du Sud. Et globalement, il fait du bon boulot. Il est dans les premiers quarterbacks. Je pense que c'est le 2e quarterback à être drafté. Parce que je pense que c'est A. Baker Mayfield. Le 2e, je pense, c'est un joueur défensif. Il faudrait que je vérifie. Et le 3e, c'est Sam Darnold. Donc, c'est très chouette d'être drafté en 3e position. Le problème, c'est qu'il a été drafté par les Jets. Et le but n'est pas ici de lancer une punchline. C'est juste que malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui se passe de bien pour les Jets depuis un certain nombre d'années, voire de décennies. Et que forcément, ils ont beaucoup d'échecs en poste de quarterback. Et qu'il a été un peu... pareil, un dommage collatéral. Ils l'ont, donc, vous voyez que normalement, un contrat rookie, c'est pendant 4 ans. Donc, les contrats des joueurs draftés, donc les rookies, ceux qui arrivent dans la ligue, c'est souvent 4 ans. Et quand ils sont sélectionnés au premier round, vous avez une 5e année qui est optionnelle, que l'équipe peut débloquer ou non. S'ils la débloquent, ils l'ont un an de plus et ils peuvent le payer après. Il y en a qui le débloquent pas parce qu'ils se disent, bon, ça va, on en a vu assez. Soit on le paye d'un coup, soit on. Mais c'est très rare de faire ça quand ils payent. En général, ils mettent la 5e année MLS. Ou alors, on n'est pas convaincu par le quarterback et on s'en va. Donc ici, après 3 saisons, on n'a même pas les 4 qui sont effectués. On le trade aux Panthers de Caroline. Enfin, ouais, aux Panthers de la Caroline. En français, des fois, ça sonne toujours un peu dur. J'essaye pas de faire l'anglophone, les gars, mais je vous assure que quand vous regardez tout en anglais, c'est très difficile de passer au français. Et ça, tout sonne bizarre. Donc oui, il va chez les Panthers et ça se passe pas bien du tout parce que l'équipe n'est pas bonne. Lui ne développe pas un excellent jeu. Et vous avez d'ailleurs, je vous parlais de Baker Mayfield, c'était un peu le. C'est que lui, il a eu des problèmes du côté Cleveland, il l'a rejoint là-bas, il a gagné le job. Après, il l'a perdu, parce que je vous dis, c'est une franchise qui était franchement pas fonctionnelle. Donc, Sam Darnold n'a vraiment pas fait du bon boulot là-bas. Pourtant, ils ont pris, vous voyez ici qu'il y a les 4 ans, ils ont quand même pris la 5e année. Donc, ils ont pris l'option en se disant, on va quand même essayer avec Sam Darnold. Ça s'est vraiment pas bien passé. Voilà, il joue 6 matchs sur la saison, ça s'est pas bien passé. Donc, ce qui se passe, c'est que il fait un choix, Sam Darnold, qui est assez drastique. Là, à ce moment-là, pas mal de gens pensent que sa carrière est finie. Je vous assure, j'ai entendu beaucoup de fans dire ça, dire oh là là, c'était sa dernière chance, c'est fini, leur arrêt. Et là, il a eu une opportunité dans sa carrière d'aller rejoindre les 49ers. Et évidemment, Kyle Shanahan, qui est un gourou offensif, quarterback whisperer, donc l'homme qui chuchote à l'oreille des quarterbacks parce qu'il a un système qui fonctionne très bien, il comprend très très bien le côté offensif de la balle, et c'est simplement un des meilleurs coachs de la ligue. C'est indéniable. Donc il s'est dit, je vais être un backup, parce que là, Brock Purdy était absolument le numéro 1, il n'y a pas de doute. Je pense sincèrement que quand Sam Darnold a signé pour les 49ers, on lui a jamais dit, tu auras ta chance pour... Non, tu viens comme numéro 2. D'ailleurs, il était payé 10 millions. Je sais que ça a l'air... Je tourne ça pour dérision, mais 10 millions pour un quarterback... Enfin non, même pas. Non, je crois même pas qu'il signe pour 10 millions côté 49ers. C'est vrai que je regarde un peu ça, il n'est même pas signé pour 10 millions. Il gagne vraiment pas grand-chose, il va comme backup, comme second, mais il se dit quoi en se disant ça? Il se dit je vais être entouré par des joueurs élites et je vais être entouré par des coachs élites. Ce qui fait que si je prends un léger step back en n'étant pas un quarterback titulaire, ce qu'il avait été globalement toutes ces saisons avant, il accepte d'être un backup, donc il met son ego de côté, mais il travaille avec une équipe incroyable, avec une franchise fonctionnelle, ce qu'il n'avait jamais connu jusqu'à présent, parce que les Panthers et les Jets, non, c'est pas des franchises fonctionnelles, ce ne sont pas des franchises où tout se passe bien, c'est pas des franchises où on apprend énormément de choses, je suis navré de vous le dire, c'est pas exactement le cas. Par contre, aux 49ers, ça c'est certain, il y a une stabilité, il y a un coach en place depuis un certain nombre d'années, il y a un coaching staff qui évidemment parfois s'en va quand il y a du succès, je vais en parler bientôt, mais vous avez quelque chose de stable, un noyau de joueurs stable, un coach stable, donc lui il s'est dit je vais aller là-bas et je vais apprendre. Grand bien lui en a pris du coup, parce qu'il joue 10 matchs comme backup, mais
en 24, les Vikings se disent ah, il a été backup là-bas, on a un problème de situation, on n'a pas vraiment de candidat qui nous plaît, on va aller signer Sam Darnold parce qu'il est agent libre à ce moment-là, vu qu'il avait signé globalement une saison avec San Francisco. Là, il arrive du coup dans le Minnesota à 10 millions l'année, c'est ça que je voulais vous dire. Donc en gros, Minnesota prend pas un gros risque, ils disent bon, on va faire le pari d'Arnold. Et on va payer 10 millions. Alors je sais que 10 millions, quand je vous le dis comme ça, on aimerait tous avoir 10 millions pour une année de travail, c'est certain. Mais pour un quarterback titulaire, je vous assure que c'est vraiment une bouchée de pain, c'est ridicule. Aucun quarterback aucun starting quarterback gagne 10 millions. Hormis peut-être un rookie qui a été drafté un peu plus loin, personne ne gagne si peu que 10 millions. Un quarterback en fin de rookie contre, personne ne gagne 10 millions pour un quarterback qui commence. Je pense qu'il n'y en a aucun, il faudrait vérifier, mais je pense qu'il n'y en a aucun. Et là, évidemment, c'est la saison de la révélation pour Darnold. Avec les Vikings, ils font une saison à 14 victoires, je pense. Parce que je peux le retrouver rapidement pour vous donner ça en visuel. Mais ils font vraiment une année globalement excellente avec Darnold. Ils explosent toutes les attentes. On va y arriver. Voilà, c'est ici. Donc, globalement, en 2023, on fait 7-10, on est 3ème de la division. On signe Sam Darnold, on est 2ème de la division, on fait 14-3 et on va au playoff. Donc, évidemment, Sam Darnold a eu, encore une fois, il est passé de Kyle Shanahan à Kevin O'Connell. Donc, un autre génie offensif, un autre coach excellent qui est comme stable dans son équipe et qui est aussi un de mes préférés. Il attrape Sam Darnold et il voit les progrès effectués côté San Francisco, il leur faut encore mieux. Ce qui est dramatique dans la carrière de Sam Darnold ici, c'est qu'il fait une année incroyable et les 2 matchs les plus importants de la saison, il se trouve un peu. Ils perdent les 2 matchs, c'est-à-dire qu'ils jouent la première place de la division contre Detroit au dernier match de la saison régulière. Ils le perdent de manière significative, je pense. Non, ils la perdent de manière significative. Et au premier tour des playoffs, ils se font balayer par les Rams. Donc globalement, il fait une saison incroyable. Il a 14-2 sur 16 matchs. Il a perdu 2 matchs. Il est excellent. Il tourne avec Justin Jefferson. Une des grandes raisons pour lesquelles il a bien fait signer là-bas, parce que c'est un des meilleurs receveurs de la ligue. Mais il a une très belle équipe, un très bon coach. Tout roule. Et les 2 derniers matchs, tout s'effondre. Ça, c'est le côté tellement exigeant de cette ligue. C'est que vous pouvez être au plus que parfait toute la saison et vous n'avez pas droit au moindre relâchement parce que les Lions, donc les Detroit Lions, voulaient gagner la division. Ils les ont battus. Et puis, donc, ils auraient pu éviter de jouer les Rams au premier tour et avoir le bye week. Ils ne l'ont pas eu. Et ils ont joué contre les Rams. Et ils se sont fait, comme vous pouvez le voir, 9-27. C'est un blowout. Il n'y a pas de doute. C'est pas un match sérieux. C'est un blowout. Donc, malheureusement, Minnesota se dit non, l'expérience Darnold, c'est pas un succès. On passe de 7-10, 3ème de la division, à 14-3, 2ème et playoff. Et on se dit non, c'est pas suffisant. Il nous faut plus que ça. Donc, c'est évidemment cruel, mais vous savez, le sport de haut niveau, c'est un monde cruel, donc forcément, Sam Darnold est là, et là, évidemment, il y a quelque chose qui se passe de plutôt chouette pour lui dans ce cas-ci, c'est que les Seahawks, qu'on vient de regarder, ont un problème de quarterback, c'est-à-dire que Geno Smith, qui est une des plus belles histoires de comeback au niveau quarterback, ne convainc pas vraiment Mike McDonald et son staff. Ils ne pensent pas qu'ils pourront aller aussi loin qu'ils le veuillent, donc ils l'envoient du côté des Raiders, et ils signent Sam Darnold, là pour un contrat de starting quarterback, c'est-à-dire 100 millions sur 3 ans. Là, on fait un peu plus de 30 millions par an, et là, on parle plus d'un salaire, et encore, c'est pas du tout le plus haut. Hein. Je pense que Dak Prescott tourne autour des 60 par an. Donc, vous voyez. Donc, mais après, Sam Darnold, il n'arrive pas non plus avec la meilleure énergie, parce que tout le monde, malheureusement, il fait 14-3, mais tout le monde se rappelle du match perdu contre les Lions, et tout le monde se rappelle de la défaite en playoff. Le reste, tout le monde l'a oublié quasi. Hein. Hormis les mordus, les gens ont oublié. Ils disent, ouais, mais Sam Darnold, il a été nul au match le plus important. Point. Voilà, il s'arrête à ça. C'est un peu dommage parce que c'est une ligue tellement exigeante et tout le monde ne peut pas gagner. Il y a toujours une équipe qui va gagner, il y a toujours une équipe qui va être meilleure que l'autre sur le jour J. Et je trouve ça toujours un peu injuste de le juger. Donc, moi, une histoire comme Sam Darnold, ça me fait très plaisir. J'ai jamais été spécialement fan de lui. Je ne pense toujours pas qu'il fasse partie des 10 meilleurs quarterbacks de la ligue, malgré son titre de Super Bowl acquis il y a quelques jours maintenant. C'est cool en tout cas de voir ça. Vous voyez, c'est vraiment le fait de se dire qu'on a un joueur qui est vraiment sur le point de sortir de la ligue. Quand il part de Carolina, il y a vraiment beaucoup de gens qui pensent qu'il va quitter la ligue parce que soit il n'a plus le niveau, ou soit plus personne ne va le signer. Il devient un backup. Il va à Minnesota. Il voit la lumière à la fin du tunnel. Et à la fin de la saison, il repart à la moitié du tunnel. On doit tout recommencer. Et on repart à Seattle, où il a un coach merveilleux. Donc, il a quand même eu 3 coachs de dingue de suite, comme ça, Darnold. Ça, il faut quand même bien lui rendre. Kyle Shanahan, Kevin O'Connell, et puis Mike McDonald. Le mec a quand même eu des coachs absolument incroyables. Et je pense que ça l'a beaucoup aidé. Il est clairement devenu un meilleur joueur. Mais imaginez le pied de nez.
tout le monde le voulait, enfin beaucoup de gens le voulaient en dehors de la ligue, et le mec gagne le Super Bowl 2 années plus tard. Donc vous avez Minnesota qui est au fond du trou, parce que la saison dernière, Minnesota était absolument impertinent. Je veux dire, ils avaient, et je crois qu'ils terminent avec un record négatif. Ils ont drafté un quarterback qui pour le moment n'a pas donné satisfaction. Donc ils ont laissé partir gratuitement un joueur qui a gagné le Super Bowl à sa première année. Vous voyez, c'est un pied de nez assez sympa. Je suis assez content pour Sam Darnold. C'est pas du tout un de mes joueurs préférés, c'est pas du tout un gars que j'ai suivi particulièrement, mais ça fait quand même plaisir de voir quelqu'un qui est vraiment au plus bas et qui peut remonter, qui croit en lui, qui parie sur lui-même et qui est bien entouré et qui finit par gagner. Donc, félicitations Sam Darnold, c'était absolument mérité. Et ce genre d'histoires font vraiment plaisir à voir. Ici, c'est simplement un petit article pour vous dire simplement que le MVP, donc le meilleur joueur du match, sans surprise pour moi, c'est Kenneth Walker. Il y avait vraiment aucun doute là-dessus. Ça aurait pu être un joueur défensif côté Seattle aussi, évidemment. Mais Kenneth Walker, je pense qu'il a débloqué le match niveau offensif. Il a vraiment été. Son jeu à la course était très bon. Il a eu quelques catchs très importants. Il a eu une énergie débordante. Et je vous ai dit, en général, l'équipe qui a tendance à mettre le jeu à la course en place a tendance à gagner le match. Et c'est ce qu'ils ont fait, en grande partie grâce à Kenneth Walker. Donc ça fait très très plaisir. C'est un excellent joueur. Donc félicitations Kenneth Walker. Et ça fait plaisir à voir. C'était une excellente performance. Fallait que je vous en parle. Rapido, on en a déjà parlé beaucoup. Mike McDonald est arrivé en NFL. Vous voyez, ça c'est globalement son CV, quoi. Son résumé, globalement, c'est ça. Il n'y a rien. Parce il a d'abord été coach universitaire. C'est bien ça, ouais, au Michigan, évidemment, avec l'offre. Donc en gros, il était avec John Harbaugh, côté Ravens de Baltimore, mais juste avant, il était avec Jim Harbaugh, donc le frère Harbaugh, littéralement, les frères, frères Harbaugh qui sont là, et il a été vraiment dans ce moule. Et surtout, ce qui était assez incroyable de voir, j'ai pas les données ici, mais qui était absolument incroyable, c'est que on a vu la défense de Baltimore quand il était avec Mike McDonald, qui était incroyable, et l'année où Mike McDonald part pour rejoindre Seattle, on voit vraiment un gouffre. Donc, ce mec est spécial, les gars. Il a vraiment, c'est un génie défensif, sincèrement. Ce qu'il fait avec Seattle en 2 ans. Regardez ce qu'il fait en 2 ans. C'est-à-dire que c'est un rookie head coach. Il est deuxième de sa division, il rate les playoffs de peu, parce qu'avec 10-7, croyez-moi, il rate de peu. Je pourrais prendre mais il rate de peu. Il a un demi-match max, ou alors il a égalité avec une autre personne qui passe, mais simplement, ils sont peut-être premiers de la division. Il suffit de peu de choses. Mais le record, en tout cas, à 10-7 pour la première année, est vraiment pas mauvais. Et la deuxième année, on fait du 14-3 et on gagne le Super Bowl. Donc Mike McDonald, c'est quelqu'un à suivre et je me réjouis de le voir l'année prochaine. Pour la prochaine page, pour la transition, vraiment très bonne du coup. Klint Kubiak, je vous en ai parlé rapidement. Il est excellent. Donc déjà, c'est un fils de coach, si je dis pas de bêtises. Son papa était coach, donc c'est un mec qui bouffe du football. Ok, c'est un génie offensif pour moi. C'est le genre de profil que j'adore. Les coachs très proches de leur quarterback, qui mettent les quarterbacks dans les meilleures dispositions pour gagner le match. Il a fait un travail incroyable avec Sam Darnold. J'ai été très étonné, je vous l'ai dit tout à l'heure, que des équipes n'attendent pas avant d'engager certains coachs qui, à mon sens, n'apportent pas du tout autant ou ne donnent pas la même direction à la franchise. Mais ce qui se passe, c'est que vous voyez, c'est assez amusant. Nous sommes le Super Bowl se joue entre le 8 et le 9 février. Et le 9 février, les Raiders officialisent la signature de Klint Kubiak. Donc, je vous l'annonce déjà, petit spoiler, l'année prochaine, je vais regarder les Raiders. Je vais jeter un petit coup d'œil parce que nous aurons un coach que j'ai envie de suivre, qui va être un rookie head coach comme Mike McDonald il y a 2 ans. Je me réjouis de voir ça. Le travail qu'il va faire, surtout que les Raiders ont le premier choix de draft. On aura l'occasion de parler de la draft aussi, ne vous inquiétez pas. Mais je pense que l'intégralité du monde qui s'intéresse à la NFL sait que les Raiders vont drafter Mendoza, qui a fait une saison incroyable au college. Donc je me réjouis de voir ce duo Klint Kubiak-Mendoza. Ouais, ça je me réjouis vraiment de voir, les gars. Je me réjouis vraiment de voir, de pouvoir en parler, de pouvoir analyser un peu tout ça. Et je vous disais tout à l'heure qu'il est très difficile de faire un back-to-back en NFL. Pourquoi aussi? Donc déjà, les joueurs vont aller négocier le contrat le plus lucratif, peu importe la franchise qui les signe. Mais en plus de ça, quand vous avez un coordinateur du niveau de Klint Kubiak, vous pouvez pas le garder. Oui, on peut pas le garder comme un assistant, ce gars-là. Il est trop fort. Donc, on va pas le garder comme assistant. On va le laisser partir et devenir le coach principal de son équipe. Et je me réjouis de voir ça. Donc, ça va être difficile. Déjà l'année prochaine, c'est que Mike McDonald repart sans coordinateur offensif. Donc, je vous dis, je me réjouis vraiment que ça se décante un peu, ce paysage-là, pour qu'on puisse un peu ensemble analyser, voir un peu les mouvements et voir globalement les coaching staff des différentes équipes. Je pense
Ça va vraiment être intéressant. Il y a des équipes qu'on va vouloir suivre rien que sur ces mouvements de coach. En tout cas, moi, ça va être mon cas. J'espère que ce sera le vôtre. Et j'espère qu'on pourra en parler longuement. Je me réjouis de ça. Parce que globalement, un contenu comme celui que j'essaye de produire, si vous apprenez quelque chose, je gagne. Si vous êtes diverti, je gagne. Et si vous m'apprenez quelque chose, je gagne 2 fois. Parce que je suis venu ici en essayant de passer. Peut-être que de votre côté, avec votre retour, peu importe de quelle manière vous effectuez un retour, si moi j'apprends quelque chose grâce à vous, je suis doublement gagnant. Donc ici, je peux pas trop perdre. Je suis plutôt dans une bonne position et je me réjouis de ça. Donc Clint Kubiak, félicitations à lui pour son job de coach et je me réjouis de voir avec Mendoza ce que ça va donner. Donc, maintenant que nous avons parlé de l'impact des Seahawks, on a un très bon head coach, on va perdre le coordinateur offensif, on va voir ce qu'ils vont être capables de faire l'année prochaine, surtout qu'ils vont être attendus. Ils gagnent le Super Bowl, c'est-à-dire que l'année prochaine, chaque équipe qui va jouer les Seahawks, ils vont se donner à fond. Il n'y aura pas de match à moitié, il y aura rien. Ils vont avoir un standard différent. Donc je me réjouis de voir comment ils vont réagir à ça et de voir quel coordinateur offensif va arriver. Est-ce que la sauce va aussi bien prendre avec Mike McDonald? Mais en tout cas, je sais que niveau défense, je me tracasse pas trop pour Seattle. Alors évidemment, on a les Patriots. Je voulais juste vous montrer un petit truc, c'est que je vous ai parlé de... Les Patriots, c'est une franchise historique, mais qui est surtout connue pour la dynastie de Bill Belichick et de Tom Brady. Je pense que même les personnes qui ne s'intéressent pas beaucoup à la ligue connaissent Tom Brady, connaissent Bill Belichick, et ils savent que leur duo a gagné globalement 6 Super Bowls, c'est-à-dire que c'est la franchise qui a le plus de Super Bowls, et ils le doivent à un coach et à un quarterback, globalement. Donc, quand Tom Brady est parti, lui, du côté de Tampa Bay, et il a gagné son 7ème Super Bowl, et que Belichick a dû reprendre l'équipe et essayer d'en faire quelque chose, on sait que le post-Brady n'a pas marché du tout pour lui. Je pense qu'il a fait les playoffs avec Mac Jones. Ouais, on a cru pendant un moment que ça allait marcher, ça n'a pas marché. Donc, du coup, il y a eu, au départ de Bill Belichick, il y a eu Gerard Mayo qui a repris l'équipe. Il a été licencié en cours d'année l'année dernière, parce que malheureusement, ça n'a pas pris du tout. Donc, les Patriots ont fait le meilleur choix en termes d'embauche, à mon sens. Un ancien de la maison, un ancien joueur, un mec qui a appris comment ça se passe là-bas, qui va amener cette discipline, cette envie, cette énergie. Et ce qu'il fait est absolument incroyable. Ce qu'il fait est juste ridicule. Il part d'une équipe qui a gagné combien 4 ou 5 matchs l'année dernière et ils en gagnent 14 cette année. Ils sont premiers de l'AFC en une saison. C'est que l'impact de Vrabel est monstrueux à 2 choses. Un, numérique, ils gagnent un nombre de matchs incroyable, ils se qualifient pour les playoffs, et en plus de ça, ils vont au Super Bowl, ce qui n'est plus arrivé depuis Tom Brady, hein, il est évident. Et même les dernières années de Tom Brady, on n'est pas proche du Super Bowl avec Belichick, pas du tout. Donc on retourne. D'ailleurs, c'est quand? C'est 2018 leur dernier Super Bowl, oui. Ouais, exactement, c'est 2018. Donc en 2018 et 2025, il n'y a pas que ça, avec Tom Brady ou sans Tom Brady. Il y a plus de Super Bowl. Donc en première saison, nous avons Mike Vrabel qui, de A, les ramène au playoff, gagne plus de matchs, mais en plus de ça, donne la nette sensation de mieux développer Drake May. On savait l'an dernier que Drake May était prometteur, on savait qu'il était capable de faire pas mal de choses. La question était de savoir, est-ce que le coach pourra l'emmener à un autre niveau? Et la réponse est oui, vu qu'il termine deuxième au trophée du MVP derrière Matthew Stafford. Et énormément de gens, d'ailleurs je crois que c'est à 2 voix près, le MVP cette année, si je dis pas de bêtises. Et il y a beaucoup. Donc, c'est-à-dire qu'énormément de personnes pensaient que Drake May était le MVP de la saison régulière. Donc, quand on parle d'un coach qui a réussi à tirer le max, bah, évidemment, il y a Mike Vrabel, mais il y a aussi le coordinateur offensif Josh McDaniels qui était là avec Brady et Belichick. Donc, c'est quand même encore un qui connaît la maison, qui connaît très bien coach Vrabel. Ils ont réussi à vraiment tirer le max de l'équipe. Ils ont fait beaucoup plus que ce que les plus optimistes pensaient. Je pense sincèrement qu'en début de saison, le mec qui a parié Super Bowl pour le New England Patriots, il n'a pas besoin de bosser l'année prochaine parce qu'il a dû vraiment gagner, gros. Donc, pour les Patriots, j'aurais pas beaucoup de doutes. Ce qu'on a fait cette année est très bon. On est juste tombé contre plus fort au Super Bowl. On laisse évidemment coach Vrabel en place. On laisse évidemment tout le monde en place. On essaye de renforcer. On essaye évidemment d'analyser les endroits où on a été battu pendant le match. Et on essaie de renforcer les faiblesses et d'améliorer les atouts. C'est globalement ce que toutes les équipes essayent de faire. Mais quand vous êtes au Super Bowl, vous savez quand même que vous n'êtes pas loin du but. Après, l'année prochaine, tout est reset. Mais on a quand même une colonne vertébrale qui fonctionne. On a un bon coordinateur offensif, on a un bon coach, un bon head coach, on a un bon quarterback, et on a un bon running back. On a une bonne défense. Donc, il y a de quoi travailler. Donc, je serais aussi très curieux de voir les Patriots l'année prochaine, voir ce qu'ils vont être capables de faire. Alors, évidemment, Drake May, je voulais quand même vous en parler un petit peu, parce que le pauvre, à chaque fois que je citais son nom pendant la vidéo qu'on a regardée ensemble, bah, il se faisait mettre au sol, il se faisait presser, il perdait la balle. Donc malheureusement,
c'est un match, je ne vais pas dire à oublier, parce il doit retenir ce qu'il a senti là-bas pour essayer de ne plus jamais le ressentir, mais regardez l'évolution, le pourcentage de complétion, le nombre de yards, le nombre de matchs joués, donc c'est un titulaire en puissance, c'est un mec qui aurait pu être MVP, je le répète. Donc on a une trajectoire qui est excellente côté New England. Je sais que là, la pilule est dure à avaler. Hein. Les fans de New England, les gars, je comprends parfaitement. La pilule est dure parce qu'on a perdu un match dans lequel on n'a jamais eu l'impression qu'on pouvait gagner. Donc ça, c'est frustrant au possible. En revanche, les bases sont là. Très bon coach, très bon quarterback, très bonne défense. Non, là, on recommence l'année prochaine avec une bonne énergie. On essaye de ramener peut-être certains joueurs, de bien drafter. Je pense que ça va être une équipe à suivre l'année prochaine, à coup sûr. Je pense pas au Super Bowl hangover, comme on dit, c'est-à-dire la gueule de bois du Super Bowl, où en général vous avez celui qui perd le Super Bowl l'année d'après. Ils ont tendance à avoir des saisons bien moins intéressantes et bien moins pleines de réussite. Donc on va voir ce que ça donne, mais avec un coach comme Mike Vrabel et un quarterback dans la trajectoire ascendante, je pense que ça va être une équipe à suivre l'année prochaine, on aura l'occasion d'en parler. Et évidemment, dernier point, je voulais quand même vous parler simplement de Mike Vrabel, parce que globalement, on parle quand même d'un ancien joueur qui était excellent, qui a gagné le Super Bowl avec Belichick et Brady, et qui en 2018 a eu sa chance comme coach principal des Tennessee Titans. Alors, hormis les mordus de la ligue, personne ne connaît les Tennessee Titans, j'en suis bien conscient, mais ils ont quand même donné ce job à Mike Vrabel, et je sais qu'il y a beaucoup de rouge, hein, faut pas s'arrêter à ça. Regardez quand même le record, quoi. Les 2 dernières sont évidemment moins bonnes, parce que forcément le personnel n'était plus au niveau, mais je veux dire, regardez ça. 3 qualifications de suite pour les playoffs en étant premier ou deuxième de la division. Premier de la division pendant 2 ans. Je veux dire, il a quand même réussi à faire ce genre de choses avec un quarterback comme Ryan Tannehill. Et aucune critique, mais c'était pas non plus. C'était plutôt, je pense, un échec du côté de Miami. Il arrive là-bas et on a l'impression que c'est un quarterback différent. Ben, peut-être qu'il s'est amélioré, il n'y a rien à redire, mais je peux pas m'empêcher de penser que Coach Vrabel a quelque chose à voir là-dedans et qu'il a vraiment instauré quelque chose dans l'équipe. Après, vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'est cassé où on finit deuxième de la division et là on finit quasiment quatrième avec un record qui est vraiment pas bon. Mais ils se sont dit tiens, on va le limoger. On va limoger Mike Vrabel, alors que honnêtement c'était le plus gros atout de la franchise pour moi. Donc ils se sont permis de le virer, mais alors évidemment si vous allez voir le record de Tennessee ces 2 dernières années, bah honnêtement ça fait peine à voir. Il vous donne l'impression qu'il y a rien qui mal. Ils ont le premier pick cette année, un superbe quarterback. Il a quelques actions intéressantes, mais on peut pas dire qu'il était vraiment développé. On peut pas dire qu'il y a un gros boulot qui était. C'est pas comme si cette année on se disait oh là là, les Titans ils vont faire du bruit dans la division. Je serais vraiment le premier surpris si c'était le cas. Je pense sincèrement pas qu'ils vont pouvoir faire autre chose. Et c'est la justice divine, c'est les dieux du football, comme disent les Américains. Les dieux du football ont puni Tennessee. On peut pas virer un coach comme Vrabel parce qu'il y a eu 1 ou 2 moins bonnes saisons, surtout quand le personnel n'est pas au niveau. Les rosters étaient vraiment pas au niveau. Ça, c'est honnêtement simple à comprendre. Et virer un coach pareil, je pense qu'il y a. Je vais pas dire une malédiction, mais il y a une sorte de retour de manivelle. On peut pas virer un coach pareil. D'ailleurs, regardez, quand il arrive à New England avec un personnel de qualité, première saison, on va au Super Bowl. C'est quand même incroyable. Et on a fait, je vous dis, encore une fois, je me répète, mais 3 fois les playoffs de suite. Là, on est au champion. Donc là, on est au finale de conférence, quoi. Vous voyez, c'est dingue quand même. Et ils perdent évidemment contre qui? Contre les Juggernauts, contre Patrick Mahomes et les Chiefs. Là, on perd en wildcard et en divisionnel. Donc là, on va un petit peu moins loin. Mais vous voyez ce que je veux dire? Là, on a encore gagné un match de playoff, là. Enfin, non, quoique, ils étaient premiers. Ah, ils avaient peut-être le first seed, donc ils ont peut-être perdu leur premier match. Oui, effectivement, je le vois juste là. Là, ils perdent directement contre les Ravens. Après les avoir battus, ils battent les Ravens et Lamar Jackson en 2019. Là, ils perdent en 2020. Je crois que c'est d'ailleurs la première victoire en playoff de la carrière de Lamar Jackson, qui était bien méritée. C'est un excellent quarterback. Et là, ici, ils sont premiers, mais je pense qu'ils sont carrément premiers de l'AFC. Fait qu'ils ont un bye. J'en suis sûr, en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais quand je vois les chiffres, c'est sûr. Et ils perdent contre les Bengals de Joe Burrow. L'année où Joe Burrow va au Super Bowl contre les Rams, si je ne dis pas de bêtises. Je suis pas formel, il faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est possible. Et donc, première année, on termine first. On gagne tous les matchs, sauf le Super Bowl dans les playoffs. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on avait vraiment, avec les éléments que j'ai essayé d'un peu vous donner, on se rend compte quand même que ce match était vraiment une bataille des titans au niveau des coachs et pas au niveau des quarterbacks. Souvent, on a tendance à mettre les quarterbacks en opposition, ce qui est un peu une ineptie, parce que les quarterbacks ne se rencontrent jamais. Ils jouent contre la défense de l'équipe d'en face. Donc, mais en général, on a tendance à dire ça. Oh là là, Brady contre Manning. Oh là là, Brady contre... Voilà. Ou Rodgers
contre Brady Road. Non, c'est sympa pour le show, c'est sympa pour annoncer le match, mais ça n'a aucun sens parce qu'ils ne se rencontrent globalement jamais. Donc, ici, on avait deux quarterbacks qui sont. Drake May sort d'une saison incroyable et je pense qu'il va s'établir comme un quarterback qui peut clairement être considéré comme un top 10. Je pense que Sam Darnold, malgré le fait qu'il ait fait une bonne saison et qu'il ait gagné, je ne le mettrai toujours pas dans le top 10, plutôt dans le top 15. Et encore une fois, c'est pas une insulte, les gars. Faut arrêter. Dans le top 15 de la NFL, ça veut dire que vous êtes dans les 15 meilleurs quarterbacks du monde. Voilà, et ça veut dire qu'il n'y a personne de meilleur que vous que les joueurs en face. Personne. C'est pas comme s'il y avait d'autres ligues où il y avait. Non, non. Non, non, c'est la meilleure ligue, c'est le plus haut niveau. Donc ça reste incroyable. Vous êtes un pourcentage infime. Donc je sais que maintenant, je m'en rends compte souvent quand je regarde des débats sur le thème où on est là en train de dire oh, il est que 20e. Non, les gars. 20e, c'est-à-dire qu'il est meilleur que toutes les autres personnes du monde à lancer la balle à la balle dans le football américain. Donc faut pas non plus s'offusquer de tout. Tout le monde ne peut pas être numéro 1, tout le monde ne peut pas être top 10. Et encore une fois, Sam Darnold, peu importe le classement qu'on lui donne, ce qu'on ne peut jamais lui retirer, c'est qu'il a eu un début de carrière galère, il est passé par des trous et il a gagné le Super Bowl. Ça, personne ne pourra jamais lui retirer. J'étais très content pour lui. Il a été. Il a eu raison de parier sur lui-même. Il a gagné le Super Bowl avec une très belle équipe. Et là, en plus, il est sous contrat pendant encore 2 ans avec les Seahawks, avec un coach incroyable. Donc, il peut y avoir de belles choses. Mais pour moi, autant les deux quarterbacks ne sont pas considérés comme élites, les coachs le sont pour moi. Littéralement. Mike McDonald est clairement un des top 10 de coach dans la ligue. Et Mike Vrabel est clairement un top 10 dans le jeu. Les coachs ont vraiment. Et d'ailleurs, vous voyez les deux défenses, les deux displays jusqu'à la fin. Ben, vous avez. Le premier touchdown offensif arrive après une erreur de Drake May, je veux dire. Donc c'est pas comme si la défense avait. La défense n'a laissé quasi que des miettes à Seattle. Je vous l'ai dit tout au long du match. On avance, et puis on doit kick le field goal parce qu'on peut pas aller plus là. Parce que la défense joue quand même très très bien. On a mis de la pression sur Sam Darnold. On a réussi à très très bien défendre. Donc il y a énormément de bons motifs. Il y a des motifs très positifs côté New England et côté Mike Vrabel. Donc excellent coach. C'est un super match. Alors je sais, j'aurais été le premier à vous le dire. J'aurais préféré un feu d'artifice évidemment. J'aurais préféré avoir des mecs lancer des balles sur 35 yards en l'air et voir des tracés, des routes incroyables. J'aurais vraiment préféré ça. Mais je trouve qu'au niveau tactique, c'était un match très agréable à suivre. On a deux équipes magnifiques qui méritaient parfaitement d'être là. Et je me réjouis de voir en termes de coaching staff, de joueurs, de personnel, comment ça va se passer pendant leur saison, on va appeler ça comme ça. Je me réjouis vraiment de voir ça. Sincèrement, je vous le dis, c'était un match serré tactique de coach. C'était un match de coach plutôt que de quarterback. C'est vraiment l'impression que j'avais avant de regarder le match. Ça s'est passé comme je le pensais. J'aurais pu évidemment me tromper. C'est un sport qui adore donner tort. Vous êtes certain de quelque chose, et au final, vous ramassez complètement parce que soit les joueurs en ont décidé différemment, soit les coachs en ont décidé différemment. Mais ici, en tout cas, c'était vraiment l'exemple typique d'un match serré, d'un match de tranchée, d'un match très défensif et très tactique. Et on a pu voir le niveau des deux coachs. Donc j'étais absolument ravi. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder ça avec moi, à suivre ça avec moi, à essayer. J'espère vous avoir donné quelques clés de lecture. J'espère sincèrement que vous avez pu apprendre quelque chose. Je vous l'ai dit, je suis gagnant si vous apprenez un truc. Et évidemment, si vous avez des retours où vous pensez que je n'ai pas été assez précis, où vous pensez que l'analyse peut être plus précise, plus pertinente, je suis évidemment preneur quand c'est constructif et que c'est le but de démarrer une conversation. Je suis plus couvert. Et évidemment, à titre personnel, en tant qu'une personne qui essaye de se dégager comme créateur de contenu, vous voyez que je ne suis pas spécialement doué avec l'outil, je fais parfois des erreurs. Si vous avez le moindre conseil, si vous avez un moindre retour peut être négatif. Tout ce que je demande, c'est que ce soit constructif. C'est juste pour me dire que j'ai une bête tronche. Ça roule les copains, je peux m'en rendre compte, j'ai pas de problème, j'ai pas besoin de ça. Mais par contre, si vous avez un conseil parce que vous y connaissez très bien dans les programmes ou que vous avez une petite clé à me donner, je suis évidemment preneur. Je suis pas du tout une version finie. Je viens de commencer, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas, mais j'ai clairement l'intention de devenir bon. Donc si vous pouvez m'aider à devenir bon, je suis preneur. Si évidemment vous avez envie d'avoir la moindre interaction avec mon contenu, peu importe sur quelle plateforme, peu importe de quelle manière que ce soit, je suis évidemment preneur. Ça va m'aider beaucoup à pouvoir proposer du contenu de ce genre, avec d'autres sports, parfois avec du gaming. J'ai vraiment quelques idées, j'ai envie de faire des choses, et je vais un peu dépendre forcément du retour que je vais avoir de votre côté. Mais je vous remercie solennellement d'avoir passé ce moment-là avec moi. Je vous remercie vraiment du temps que vous avez pris pour me regarder. J'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir et je vous en suis terriblement reconnaissant. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère que tout se passe bien pour vous et que la prochaine vidéo sera aussi chouette pour moi. Au revoir, à bientôt.